Satoru Gojo est l'élu. Du moins, c'est comme ça qu'il nous est présenté dans le monde de Jujutsu Kaisen. Il est beau, fort, extrêmement orgueilleux, mais surtout terriblement mystérieux. Aux yeux de nombreuses personnes, il éclipse même Yuji Itadori, le personnage principal de l'œuvre. Mais malgré toutes ses qualités, Gojo reste humain, et ce sont ses émotions qui le rendent faillible, capable d'échouer. Sans ça, il serait un dieu, un élu parmi les mortels, un miracle de la nature. Seulement, c'est ici que le paradoxe de Gojo lancé par Geto entre en scène. Cette question, personne ne semble avoir décelé son véritable sens. Car, en vérité, personne n'a vraiment compris qui il est. Personne n'a réellement saisi Satoru Gojo. Le 7 décembre 1989 marque le début d'une nouvelle ère pour l'exorcisme, car ce jour est connu comme celui de la naissance de Gojo Satoru. Les premiers instants du nouveau-né rentreront dès lors dans l'histoire, nous révélant le tout premier être jumelant parmi les deux pouvoirs les plus puissants de son monde, le sixième œil et l'infini. La simple apparition de ce nourrisson sur notre terre changera drastiquement la face du globe, qui verra le niveau des fléaux le peuplant accroître en flèche. Les plus puissantes familles d'exorcisme jalouseront les Gojo pour cette nouvelle puissance acquise. C'est pourquoi certains essaieront d'assassiner ce nouveau génie avant qu'il n'atteigne sa pleine maturation. La famille Gojo a donc mis en place une règle. Un adulte devra continuellement rester près de l'enfant pour le protéger, et ce, jusqu'à ce que ses incroyables capacités finissent par s'éveiller. Car, à ce moment, le plus prodigieux des exorcistes verra le jour. On est plusieurs années plus tard, et le dieu Satoru Gojo a finalement réussi à grandir. Le début de la série nous renvoie directement cette image de surpuissance que va incarner le personnage tout au long de l'œuvre. Akutami nous introduit en premier lieu celui qui deviendra le principal rival de Gojo, Ryomen Sukuna, le roi des fléaux. L'auteur se sert alors de Megumi pour nous montrer la menace que représente Sukuna. Car malgré le fait que Yuji vienne de lui sauver la vie, Megumi compte tout de même l'abattre sur le champ, simplement car la menace du retour de Sukuna était trop grande. C'est durant cette scène pleine de tension que Gojo nous offre sa première apparition du manga. Akutami manie dès lors à la perfection l'introduction de son personnage dans son univers, parvenant à nous montrer en quelques scènes ce que va être Satoru tout au long de la série. Il commence par nous montrer son côté immature et drôle en se moquant de son élève blessé, avant de nous révéler son côté plus confiant, car il défie d'emblée le maître des lieux, celui considéré comme le plus puissant de l'histoire, Sukuna. Pour finir, Gege nous montre la toute-puissance de son personnage lorsque celui-ci humilie complètement le roi des fléaux durant leur combat. Ce passage nous introduit parfaitement ce qu'est et ce que va être Gojo Satoru tout au long de l'œuvre. Un personnage immature qui aime faire rire son entourage et notamment ses élèves, mais qui sait être sérieux quand il le faut, tout en restant très confiant sur lui-même, car il est le meilleur. Gege Akutami s'est servi de la menace qu'il avait su instaurer sur le personnage de Sukuna pour pouvoir ensuite bien mieux nous introduire l'écrasante domination de Gojo sur ce même fléau que nous pensions surpuissant. C'est en vainquant le puissant que Satoru, à nos yeux, le devient. Si on lui demande qui gagnerait entre lui et un Sukuna à pleine puissance, il nous répond « C'est ça, Satoru Gojo. Un être débilement fort, repoussant toujours plus les limites de son univers à chacune de ses actions, et dont la simple présence décide de l'issue d'un combat, peu importe l'adversaire qui se trouve en face de lui. Mais alors, pourquoi est-il aussi fort? Qu'est-ce qui le rend si puissant? Comme je l'ai dit précédemment, la source de ses pouvoirs provient directement de la chance, car il est l'élu, l'homme choisi pour porter d'une part le sixième œil qui lui confère une connaissance absolue des techniques et du monde de l'occulte, et de l'autre l'infini, la capacité héréditaire de son clan qui lui permet littéralement de matérialiser l'espace qui se trouve entre lui et son adversaire, le rendant pratiquement intouchable. Mais l'infini ne s'arrête pas là, il est aussi l'origine des meilleures techniques de Gojo. D'abord nous avons Bleu, qui vient retirer un élément de l'espace créant une forte puissance d'attraction tout autour de son point central. Ensuite vient Rouge, qui, au contraire de Bleu, vient quant à lui rajouter quelque chose à l'espace, il va venir repousser tout ce qui se trouve sur son chemin. Et enfin nous avons l'équation imaginaire Violet, qui mélange les sorts rouge et bleu ensemble, développant un sort à la fois présent mais en même temps absent de l'espace, et dont le seul but est d'oblitérer tout ce qui se met en travers de sa route. Pour finir, Gojo possède aussi l'arme la plus puissante de tout exorciste, l'extension du territoire. De son nom, la sphère de l'infini, celle-ci lui permet d'envoyer son adversaire dans une dimension à l'espace vide, où la victime finit submergée par une quantité infinie d'informations. La cible du sort se voit alors dans l'incapacité de pouvoir penser ou même agir correctement.
Cette extension est d'ailleurs l'une des plus puissantes jamais vues dans l'œuvre, car une fois que vous en êtes prisonnier, à moins que vous ne soyez Ryomen Sukuna ou bien dépourvu d'énergie occulte, il vous est impossible de vous en sortir indemne. Ses nombreux pouvoirs, aux yeux du monde, font de Gojo l'exorciste ultime. Il est intouchable, inépuisable, inarrêtable et bien assez puissant pour pouvoir raser une ville entière si l'envie lui prend. Un puissant fléau apparaît soudainement et lui lance une extension du territoire, Gojo se moque de lui avant de le battre à plat de couture. Les antagonistes mettent au point un voile censé l'empêcher d'intervenir dans leur plan, il le détruit instantanément et les stoppe net en plein milieu de leurs actions. Même quand l'équipe de Kajaku décide d'attaquer Shibuya, c'est Gojo, seul, qui est envoyé pour régler cette situation. L'escouade de fléau se lance dans ce combat préparé, et pourtant c'est bel et bien lui qui a constamment l'avantage tout au long de ce passage. Il parvient à contrecarrer tous les plans des démons, faisant passer pour des pitres parmi les personnages les plus puissants du manga. Tant que Satoru fera partie de l'histoire, il sera très difficile pour Akutami d'instaurer un semblant de tension dans son récit. Les seuls moments où il y parvient sont justement quand Gojo est absent de l'intrigue. On le voit notamment avec l'arc de Shibuya ou encore celui de la traque mortelle. Ce qui fait le charme de ces événements dans Jujutsu Kaisen, c'est l'équilibre des forces. Sans Satoru, les forces des exorcistes comme celles des fléaux deviennent sensiblement équivalentes. Un camp comme l'autre a les capacités pour l'emporter sur son opposant. Chaque côté se sert de toutes ses cartes pour prendre l'avantage sur l'autre. Et d'ailleurs, pour Shibuya, c'est véritablement les antagonistes qui remportent cette bataille. Ils nous prouvent une fois de plus que sans Satoru, les exorcistes perdent immédiatement cette aura d'invincibilité qu'ils avaient jusque-là. On les dépossède de leur plus grand atout. On leur retire littéralement l'infini qui les séparait de leurs adversaires. Sans Gojo, la société de l'exorcisme court à sa perte. Mais finalement, cette société ne mériterait-elle pas de réellement disparaître? Car au final, cette surutilisation de Gojo par les dirigeants de notre monde ne revient-elle pas à complètement le déshumaniser, ne nous le montrant que comme étant la personnification de la puissance sur Terre? Si l'on pousse cette idée plus loin, on se rend rapidement compte que Gojo n'est pas le seul à souffrir de cette déshumanisation de la société due à sa trop grande force. Par exemple, toujours en restant dans le domaine de la BD japonaise, on a My Hero Academia avec le personnage d'All Might qui suit le même principe. Un héros bien trop puissant pour les antagonistes, qui n'auront de cesse de préparer des plans visant à mettre à l'écart celui que l'on surnomme le symbole de la paix. Son combat contre All For One conclut positivement sa carrière en tant que super-héros, laissant une trace indélébile sur son passage. Jamais personne n'oubliera le grand All Might. Seulement, la disparition du plus grand atout d'une société tout entière doit se faire ressentir, c'est inévitable. Alors, quand les super-héros perdent la guerre contre Shigaraki et que la criminalité explose, celui qui est tenu pour responsable n'a même pas pris part au conflit. Malgré le fait qu'il se soit retiré, la population compte toujours sur le symbole de la paix pour régler tous leurs problèmes. On se fiche de s'il est à la retraite ou non, c'est le héros de l'histoire, il doit forcément pouvoir faire quelque chose. La statue qui avait été faite à sa gloire sera alors vandalisée, les gens n'ayant plus aucune confiance en l'homme qui leur avait pourtant tant rendu service. Car si les héros ne sauvent personne, alors à quoi servent-ils? C'est exactement le même principe pour Gojo. Si celui-ci est envoyé pour remplir une mission, alors cette même mission ne pourra être qu'une réussite, car c'est Satoru qui en a la charge. C'est simple, Gojo, en véritable personnification de la puissance sur Terre, lui est interdit de faillir quant à l'accomplissement de son devoir. Protéger les civils, vaincre les fléaux et ramener l'ordre. Si, par malheur, il n'arrivait plus à remplir cette fonction, alors Gojo ne serait plus Gojo. Bien qu'il soit le sauveur du monde de l'exorcisme, Gojo reste aussi un professeur, quelqu'un qui va former la nouvelle génération pour leur apprendre tout ce qu'il sait. Et que ce soit ses élèves, ses camarades ou même ses anciens amis, chaque personnage ayant connu Satoru a un avis sur lui, car ce n'est pas le genre de personne qui nous laisse indifférents. Mais s'il y a bien un point sur lequel ils sont tous d'accord, c'est sur le fait que c'est lui le plus fort. Seulement, dans le monde de Jujutsu Kaisen, un être semble posséder le niveau requis pour se tenir en face de l'élu. Et cette chose, c'est le roi des fléaux, Ryomen Sukuna. Plus qu'un simple être vivant, Ryomen Sukuna est une catastrophe, une tempête que rien ne semble pouvoir arrêter. Tout au long de son œuvre, Akutami n'aura de cesse d'opposer ces deux personnages, représentant à eux seuls les atouts majeurs des différents camps. Gojo, celui des exorcistes, et Sukuna, celui des fléaux. Leur confrontation était inévitable. Alors, quand le fléau s'empare du corps de Megumi, le rendant enfin libre de ses mouvements, cela marque le début de ce qui allait être le plus grand affrontement de l'histoire. Ça y est,
Le jour fatidique est arrivé. Les deux êtres les plus arrogants de notre monde se tiennent l'un en face de l'autre. L'élu choisi par les dieux pour gouverner les mortels contre la pire des catastrophes engendrées par notre espèce. L'être le plus puissant de notre époque contre l'être le plus puissant de l'histoire. Que Shinjuku devienne le théâtre de l'événement le plus important de notre ère. Gojo Satoru, 私はあなたを忘れない。Revenons dans le passé, quand Gojo n'était encore qu'un simple lycéen. À l'époque où sa vie, suite à de nombreux événements, changera du jour au lendemain. À l'époque où Gojo Satoru n'était pas le plus fort. C'est durant cette période qu'il fera la connaissance de son futur meilleur ami, Suguru Geto, un puissant maître des fléaux du même âge que lui. Leur amitié se basera en premier lieu sur leur grande force commune, étant les deux élèves les plus prometteurs et les plus arrogants du monde de l'exorcisme. Leur duo sera alors perçu comme les deux faces d'une seule et même pièce, littéralement le yin et le yang de leur univers. Cependant, malgré leur affect mutuel, Gojo et Geto possèdent tous deux une façon de penser qui leur est bien propre. Et cette différence, on la retrouve notamment dans la divergence entre leur point de vue vis-à-vis de la société et de son rapport à l'exorcisme. Car oui, là où Geto définit son rôle en tant qu'exorciste par le fait de venir en aide aux plus démunis, Satoru, au contraire, trouve que les humains lambda sont faibles et qu'ils ne valent pas le coup d'être sauvés. Seulement, au sein du duo, c'est bel et bien la pensée de Geto qui domine, car à aucun moment de l'histoire, Gojo ne commet d'acte allant en accord avec son schéma de pensée. Bien sûr, il y songe à de nombreuses reprises, mais jamais il n'est passé à l'acte. Pourquoi ça? Car c'est Geto qui le guide vers ce choix. Car, en vérité, Geto est bien plus qu'un simple ami pour Gojo. Il est dépendant de lui. On se rend compte de ce simple fait par le moyen de plusieurs indices. Par exemple, aux yeux du monde, Suguru est bien plus posé, mature et réfléchi que son compère, qui est, quant à lui, simplement vu comme un enfant capricieux et prétentieux, appréciant faire le désordre. Il est aimé de ses supérieurs pour l'excellent travail qu'il produit et les valeurs qu'il défend semblent justes, car, à ses yeux, si l'effort existe, c'est dans l'unique but de protéger les faibles. Il ne faut pas oublier qu'avant son entrée au lycée, les seuls contacts sociaux qu'il recevait devaient toujours contenir une forme d'intérêt, que ce soit pour le tuer ou pour le protéger. Alors quand, pour la première fois de votre vie, quelqu'un vous voit réellement tel que vous êtes, forcément, ça développe un lien fort entre lui et vous. Gojo accepte de mettre ses idéaux de côté si c'est pour suivre ceux de Suguru, qu'il considère être la voie de la raison. Seulement, cet équilibre devait finir par se rompre, et l'événement qui en sera la cause sera la mission du plasma stellaire. Cette quête sera attribuée à Gojo et Geto en raison de leur force écrasante qui garantissait une protection optimale pour Riko, la jeune fille qui allait être sacrifiée à Tengen. Mais à force de passer du temps ensemble, les deux exorcistes finirent par profondément s'attacher à la jeune femme, trouvant injuste le sort qu'elle était destinée à subir. Alors, ils prendront une décision lourde de sens. Partir. Partir loin avec Riko, loin de cette société qui leur a causé tant de tort, s'échapper pour vivre une autre vie. Après tout, ils sont bien assez forts pour remplir ce simple objectif, non ? Ils étaient bien trop confiants. Gojo, pensant avoir rempli sa mission et dû à la fatigue qu'il avait accumulée sur les derniers jours, aura fini par se relâcher au pire des moments. Ironiquement, lui qui est destiné à devenir l'égal d'un dieu, s'est fait humilier par le plus simple des primates. Après sa mort, s'en suivra alors celle de Riko et la défaite de Geto face à Toji. La mission est un échec complet. Et cet échec, au-delà de simplement venir choquer le spectateur, il vient aussi remettre en cause toute l'intégrité de Gojo et Geto au sein de notre société. Leur qualité en tant qu'exorcistes provenait de leur extrême puissance, rien ni personne ne pouvait se mettre en travers de leur route. Seulement, les récents événements nous prouvent que le duo n'est pas invincible, ils ne sont plus les meilleurs. Et s'ils ne remplissent pas leur fonction de plus fort, alors à quoi servent-ils? Ou même plutôt, qui sont-ils? Quoi qu'il en soit, Satoru Gojo n'est plus. Satoru Gojo est mort. そうかもな。
Gojo a survécu de peu en faisant l'exploit de maîtriser le sort d'inversion alors qu'il se trouvait aux portes de la mort. Sa survie relève du miracle. Cependant, quelque chose semble avoir changé en lui. À nos yeux, il paraît fou, alors que dans sa tête, tout est enfin clair, limpide. Il a atteint l'illumination. Se tenant au-dessus de tout, en maître des lieux, il déclare Sur ces mots, il oblitère alors son adversaire, nous dévoilant, au passage, ses toutes nouvelles capacités. A-t-il fait ça pour venger la mort de Reiko ou sa propre défaite? Non. S'il a commis cet acte, et il en est même désolé, mais c'était simplement par pure envie. En renaissant, il est redevenu le plus fort, et par conséquent, a regagné son identité, et il veut le faire savoir. Seulement, si cet événement a eu un impact profond dans la vie de Gojo, ça n'est pas que pour les bonnes raisons. Car cette mission sonne le début de la déchéance de Suguru Geto. Suite à la perte du plasma stellaire, Gojo, avec sa nouvelle puissance, n'a plus besoin de Geto pour remplir son travail. Il fait maintenant cavalier seul. Et alors que celui-ci continue de croître à vue d'œil, Suguru, quant à lui, s'enfonce toujours plus dans ses pensées ténébreuses. Car là où Satoru a regagné son identité après avoir vaincu Toji, Geto a, par malheur, perdu la force qui le définissait autrefois. Il a perdu ce qui faisait de lui ce qu'il était. Et il cherche donc à reconstruire des bases solides capables de le ramener. Il cherche, lui aussi, à renaître en tant qu'individu. À cet instant, il laissera toutes ses pulsions meurtrières prendre le dessus et commettra l'irréparable, un véritable carnage. Et en vérité, ce revirement d'idéologie du personnage aurait pu être prévu et même évité. Le studio MAPPA nous a laissé énormément d'indices quant au futur changement de camp de Geto dans l'œuvre. Par exemple, quand lui et Satoru jouent au basket et qu'ils exposent leur point de vue sur la société et l'exorcisme, le lancer de Geto est raté, nous montrant que, malgré ses belles paroles, il n'est pas totalement en phase avec ses propos. Aussi, nous avons ce plan où, lorsque la caméra passe sur Satoru, on nous montre un chemin illuminé, symbole de réussite. Et pour Suguru, c'est un couloir lugubre qui lui sera offert, nous illustrant la lente descente aux enfers dont il allait être victime. Pour finir, ce plan est inspiré d'un vrai pont se situant au Japon. Seulement, celui-ci ne possède dans notre monde qu'une seule et unique route qui le prolonge, contre deux dans l'anime. Et cette différence ne vient pas de nulle part. Elle nous montre la séparation qui allait s'opérer entre les deux amis. Et malgré tous les signaux avant-coureurs, Gojo ne s'est jamais rendu compte un seul instant de l'état mental dans lequel se trouvait son ami. Après qu'il ait obtenu son gain de puissance, Suguru et lui se sont séparés. L'essence de leur duo se base sur leur équivalence, ils se complètent l'un l'autre. Seulement, Satoru n'a dorénavant plus besoin de personne, il s'autosuffit, ce qui l'éloigne inexorablement de son ancien ami. Gojo, dont les yeux lui permettent de voir et de comprendre absolument tout du monde qui l'entoure, n'a pas réussi à s'apercevoir du plus important, il a été humainement aveugle. Alors que son ami se trouvait au plus bas, lui n'aura jamais rien remarqué. Il n'aura pas su voir la souffrance qui tourmentait Suguru. Quand il se rend enfin compte de l'état dans lequel se trouve Geto, il est déjà bien trop tard. Il a perdu son meilleur ami. Il a perdu une partie de lui. C'est à ce moment que Gojo comprit quelque chose qui va le tourmenter jusqu'à la fin de sa vie. En fait, il est complètement seul. En étant le plus fort, Gojo s'éloigne inéluctablement des autres. Sa dominance sur le monde l'a conduit à une profonde solitude, ce qui le marquera énormément dans son évolution en tant que personne. Malgré tous ses efforts, personne ne semble comprendre le rôle et les responsabilités qu'il porte sur les épaules. Et ça, Satoru a beaucoup de mal à le supporter. Il se lance alors comme objectif de créer une nouvelle génération de génies, capables de prendre la relève après son passage, mais surtout, qui sauront le comprendre, car assez fort pour ressentir ce que vivait Gojo lorsqu'il était au plus haut. S'il parvient à satisfaire cet idéal, alors il ne sera peut-être plus seul. C'est dans ce but que des prodiges comme Yuta, Akari ou même Yuji ont vu le jour, car au moment où ils auront atteint leur plein potentiel, ils pourront enfin le comprendre. Malheureusement, jamais aucun de ses élèves n'arrivera à atteindre son niveau. Jamais personne ne parviendra à rattraper le grade de l'élu. Cependant, un autre personnage dans l'univers de Jujutsu Kaisen semble souffrir du même problème. Car, tout comme Satoru, Kashimo est un exorciste bien trop fort pour son époque. Il souffre de la même solitude que possède Gojo au fond de lui, et c'est même bien pire que ça. Kashimo a eu le destin que Gojo souhaite éviter à tout prix. Celui de mourir sans jamais réussir à pallier à ce sentiment de solitude qui le rongeait. C'est dans l'espoir d'éviter un destin similaire que notre exorciste se bat tous les jours. Seulement, un dernier personnage dans l'œuvre d'Akutami semble ressentir le même sentiment d'isolement que Gojo et Kashimo. Et ce personnage, c'est Sukuna. Avec toutes ces nouvelles informations, on comprend tout de suite bien mieux le déroulement de son combat contre notre exorciste. Si Satoru et Sukuna sourient, c'est simplement car ils sont heureux d'avoir enfin croisé un être à leur hauteur. Jamais Gojo n'avait eu besoin d'autant se démener pour un affrontement. Sa place de numéro 1 est enfin mise en péril. Et c'est finalement aux portes de la mort qu'il atteint le véritable bonheur. Ça y est, c'est fini, il n'est plus le meilleur. Toutes les responsabilités qui l'incombaient ne sont plus. Il va enfin pouvoir se reposer. Nanami, dans l'au-delà, confie à Gojo un secret. Si tu voulais devenir quelqu'un de nouveau, va au nord.
mais si tu souhaites redevenir celui que tu étais autrefois, va au sud. Et devinez comment se nomme le chapitre 236 signant la fin de la vie du plus grand des exorcistes? Aller au sud. Redevenir celui qu'il était au lycée. Au moment où il était le moins fort, mais paradoxalement aussi le moment où il se sentait le plus fort. Mieux entouré, moins seul. Il laisse malgré tout son devoir et ses enseignements à ses élèves, à qui il passe maintenant le flambeau. Quand on lui demandait s'il pensait perdre avant de s'élancer dans le combat qui mènera à sa fin, il nous répondait fièrement. Car, à ce moment, il ne parle pas seulement de lui, mais il inclut aussi ses élèves dans l'équation. Seul, il ne gagnera peut-être pas, mais tous ensemble, leur victoire est assurée. Mais au final, quelle est vraiment la réponse au paradoxe lancé par Suguru? Gojo est-il Gojo car il est le plus fort, ou est-ce le fait d'être le plus fort qui fait de lui ce qu'il est? Est-ce son identité qui le rend inévitablement puissant, comme s'il était destiné à être supérieur dès sa naissance, peu importe les circonstances? Ou bien est-ce son pouvoir qui a fini par façonner son identité et son rôle dans le monde? En vérité, il n'y a pas de réponse absolue à cette question, formant à elle seule une boucle parfaite dont il nous est impossible d'y trouver une quelconque finalité. Cette problématique soulève en réalité une réflexion très intéressante sur le personnage de Satoru. S'il est Gojo car il est le plus fort, alors son identité, son destin sont figés. Il est né pour ça. Par contre, si Gojo est véritablement le plus fort car c'est Gojo, alors c'est son pouvoir qui définit son existence. Ce paradoxe nous introduit cette légère nuance. Gojo a-t-il toujours été destiné à être Gojo, ou est-ce le fait d'être le plus fort qui l'a construit tel qu'on le connaît? Sauriez-vous répondre à cette question? Non, personne n'en est capable, car personne n'a vraiment compris l'existence du plus fort. Personne n'a vraiment compris qui était Satoru Gojo.